toutes les planètes du système solaire s'alignent lentement. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Neptune sont sur le point de former une ligne droite. Cet événement qu'on appelle une parade de planètes se produit une fois tous les 176 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 40 ans. C'était une chance unique d'explorer toutes ces planètes d'un coup. Le 20 août 1977, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le centre spatial Kennedy de la NASA pour assister au lancement de la mission spatiale la plus lointaine et ambitieuse de l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée Titan a décollé de la Terre et quitté l'atmosphère. Une fois dans l'espace, elle a lancé la sonde Voyager 2, qui a commencé son voyage. Cette sonde mesurait environ 50 cm de haut pour 1,80 m de long et était équipée d'une antenne parabolique de 3,70 m de diamètre. La plupart des équipements scientifiques étaient montés sur une perche qui s'étendait à 2,50 m vers l'extérieur. Le 5 septembre 1977, Voyager 1, une sonde identique, a quitté notre planète. Elle nous a envoyé des photos de la Terre et de la Lune. Elle a rapidement dépassé Voyager 2, lancée 2 semaines plus tôt. C'est pourquoi la deuxième sonde portait le numéro 1. Et c'est ainsi qu'a commencé son voyage dans le néant. Le 5 mars 1979, à environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil, Voyager 1 s'est approchée de Jupiter, prête à l'analyser à l'aide d'une douzaine de gadgets, dont un système de caméras comprenant différents objectifs. Elle pouvait ainsi prendre des photos de la planète avec la caméra grand angle ainsi que des gros plans de certains endroits spécifiques de la géante gazeuse et de ses satellites. La sonde disposait également d'un équipement capable de déterminer la composition atmosphérique, le poids et les champs gravitationnels des planètes qu'elle rencontrait. Des spectromètres à infrarouge et ultraviolet pouvaient mesurer les radiations et températures invisibles à l'œil humain. Divers capteurs analysaient les rayons cosmiques. Voyager 1 a ainsi découvert des volcans en dehors de la Terre. Il se trouvait sur le satellite de Jupiter, Io, qui possède des dizaines de volcans actifs, crachant constamment de la lave. Puis la sonde a pointé ses caméras sur la grande tache rouge. On a ainsi appris qu'il s'agissait d'une tempête géante ressemblant à un cyclone qui ne s'est jamais arrêté depuis le début des observations de Jupiter. C'est aussi la première fois que des éclairs étaient détectés en dehors de notre planète. Voyager 1 a aussi remarqué que Io agissait comme un générateur électrique pour Jupiter. Des ions, qui sont des particules chargées, volaient constamment vers la géante gazeuse, formant un courant électrique de 5 millions d'ampères. Voyager 1 continua ensuite son voyage. 5 mois plus tard, Voyager 2 s'est aussi approché de Jupiter. Cette planète a des anneaux autour d'elle, mais différents de ceux de Saturne. Quand les satellites rocheux de Jupiter sont entrés en collision, ils ont formé de petits débris qui se sont progressivement transformés en fine poussière. Puis Voyager 2 s'est approché d'Europe. Cette lune est recouverte d'une croûte de glace protégeant un océan liquide qui pourrait héberger la vie. Voyager 2 a été la première à photographier les fissures dans cette croûte de glace. En volant près de Io, Voyager 2 a découvert que 6 volcans de sa surface étaient encore en éruption. Cela signifie que les périodes d'activité de ces volcans pouvaient durer plusieurs mois. Les 2 sondes spatiales ont fait plusieurs fois le tour de Jupiter, puis elles se sont enfoncées plus loin dans l'espace. Une telle manœuvre gravitationnelle leur permettait de gagner en vitesse et d'économiser du carburant. Le 9 novembre 1980, Voyager 1 avait déjà parcouru 8 fois la distance Terre-Soleil. Elle arriva vers Saturne et découvrit 3 nouveaux satellites de la géante gazeuse, Atlas, Prométhée et Pandore. Cela prouva la théorie selon laquelle ces satellites étaient des lunes maintenant les anneaux de Saturne alignés. Il s'est aussi avéré que, contrairement à Jupiter, ces anneaux contenaient aussi de la glace. Voyager 1 a observé Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il est 50% plus grand que notre Lune et a même une atmosphère. C'est le seul endroit du système solaire, à part la Terre, où la présence d'eau liquide ait été prouvée. C'est pourquoi les scientifiques ne nient pas la possibilité de vie là-bas. Voyager 1 a ensuite quitté l'orbite de Saturne, mais en prenant cette fois de la hauteur par rapport à l'alignement des planètes. Presque un an plus tard, Voyager 2 est arrivé et a survolé plusieurs satellites glacés de Saturne. On pense qu'il y a longtemps, ces lunes sont entrées en collision et ont projeté d'énormes morceaux de glace et de roches dans l'espace.
En orbitant autour de Saturne, ces débris se sont lentement transformés en poussière composée de glace et de roches, donnant ainsi naissance au fameux anneau de Saturne. Voyager 2 est ensuite parti vers sa prochaine cible, située à 17 fois la distance Terre-Soleil, où elle arriva 5 ans plus tard. Pour la toute première fois, un objet fabriqué par l'homme s'approcha d'Uranus. Voyager 2 y a découvert 11 nouvelles lunes. Elle a aussi découvert qu'Uranus était la planète la plus froide du système solaire. Sa température est de moins 213 degrés Celsius. C'est 4 fois plus froid que la température du pôle Sud. À ce moment, la Deep Space Network était testée pour la première fois sur Terre. Il s'agit d'un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète qui vise certains points du ciel pour établir une communication avec des objets extrêmement éloignés. Ces télescopes ont reçu avec succès les signaux de Voyager 1 et Voyager 2. Le 25 août 1989, Voyager 2 avait déjà parcouru 23 fois la distance Terre-Soleil pour arriver à Neptune. C'était la première fois que l'on recevait des images de cette planète bleue d'aussi près. La sonde y a découvert 6 nouvelles lunes et a également pris les premières photos des anneaux de Neptune. Les ingénieurs ont ensuite coupé les caméras de la sonde afin d'économiser de l'énergie pour son ordinateur principal et les instruments mesurant les vents solaires et interstellaires. Voyager 2 a ensuite quitté Neptune pour se diriger vers l'espace lointain, là où elle n'avait plus besoin de caméras. Quelques mois plus tard, Voyager 1 a envoyé sa dernière photo à la Terre. C'est un portrait de famille de notre système solaire tout entier. Chaque point pâle montre une planète. On reconnaît à peine la Terre. Sa caméra a ensuite été coupée pour économiser de l'énergie. C'était le début de la mission interstellaire de Voyager 1. Pendant 15 ans, la sonde a volé aux confins du système solaire. Le 16 décembre 2004, elle a traversé le choc terminal. C'est là que le vent solaire ralentit soudainement et se réchauffe après être entré en collision avec le vent interstellaire. Voyager 1 a réussi à endurer cette épreuve et a poursuivi son aventure. En 2007, Voyager 2 a traversé la même frontière. À ce moment, ses capteurs ont enregistré une température d'environ 130 degrés, mais la sonde a réussi à y résister et a poursuivi son voyage dans le cosmos. Les deux sondes se sont ensuite déplacées dans des directions différentes. Elles ont ainsi découvert que l'héliosphère, cette bulle de vent solaire, n'était pas parfaitement ronde mais ressemblait plutôt à un œuf. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. C'est aussi l'objet artificiel envoyé le plus loin de toute l'histoire de l'humanité. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également quitté le système solaire, poursuivant également son voyage dans l'espace lointain. Les deux sondes voyagent maintenant depuis 44 ans. Voyager 1 a parcouru 153 fois la distance Terre-Soleil en filant à plus de 60 000 km/h. Dans environ 300 ans, les sondes atteindront le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant le système solaire où il n'y a que des astéroïdes et des blocs de glace. Les scientifiques pensent que les sondes pourraient atteindre les étoiles les plus proches dans les 40 000 prochaines années. Peut-être qu'un jour elles exploreront des mondes inconnus. Elles pourraient découvrir des planètes ressemblant à la nôtre. Elles pourraient même rencontrer une civilisation intelligente. C'est pour cela que chaque sonde transporte un disque d'or sur lequel figure un message contenant 115 images, dont nos systèmes numériques, une carte du système solaire, des images de ces planètes, des diagrammes de l'ADN humain, des portraits d'humains, des paysages terrestres, des salutations traduites dans 55 langues de la Terre, y compris les plus anciennes et les plus récentes, et également 90 minutes de musique provenant de différents endroits de notre planète. Les sondes Voyager transportent aussi un dispositif permettant de lire ces sons. Si une autre civilisation reçoit cet enregistrement, ces scientifiques pourront alors le décoder et ils pourraient décider de nous rendre visite. Ils devraient cependant répéter le voyage inverse de Voyager, soit des dizaines d'années-lumière à travers l'espace intersidéral, entrer dans notre système solaire et enfin survoler Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la ceinture d'astéroïdes en direction de notre petite planète bleue. Nous pouvons seulement espérer que notre civilisation sera alors assez développée pour les accueillir. Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe.
Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre. Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le 2e objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempêtes à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km/s. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte. Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires.
Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations. Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commande à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans. L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS-43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passée devant Saturne, elle a pris un chemin différent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle peut facilement communiquer avec les 2 installations de l'hémisphère nord. La mise à niveau dont a bénéficié le complexe de Canberra peut aussi profiter à d'autres missions spatiales, comme par exemple le rover martien Perseverance, qui a atterri sur la planète rouge le 18 février 2021. L'antenne sera également cruciale pour l'exploration d'autres planètes et de la Lune. Tu voles dans l'espace, esquivant les étoiles et les trous noirs. Ta vitesse est si grande que tu peux passer d'une galaxie à l'autre en quelques minutes seulement. Cela te semble impossible ? Eh bien, tout cela peut devenir une réalité, car la NASA a déjà testé la technologie qui pourrait nous permettre de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Examinons la flotte spatiale dont nous disposons actuellement. Pour voler dans l'espace, nous utilisons des fusées classiques transportant des tonnes de carburant et d'oxygène. Ces 2 substances sont mélangées et enflammées, et du feu jaillit des fusées. Les gaz d'échappement se déplacent vers le bas et les fusées se déplacent vers le haut, comme si elles s'appuyaient sur eux. C'est ainsi que fonctionne la propulsion par réaction. De cette façon, on peut faire voler une fusée à près de 8 km par seconde. À cette vitesse, tu pourrais traverser les États-Unis d'une côte à l'autre en seulement 8 minutes 30. Mais au vu des distances phénoménales dans l'espace, c'est en fait très lent. Un voyage vers une planète voisine, comme Mars, prend environ 7 mois. Et un voyage jusqu'aux confins de notre système solaire prendrait environ 35 ans.
C'est le temps qu'il a fallu à la sonde spatiale Voyager, lancée en 1977, pour y arriver. Mais nous souhaitons voyager parmi les étoiles et les galaxies, et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière de chez nous. Il faudrait donc environ 73 000 ans pour y arriver. C'est plus que la durée de l'existence d'une civilisation humaine intelligente jusqu'à présent. Et si tu voulais traverser toute la galaxie de la Voie lactée, qui fait 100 000 années-lumière de large, cela te prendrait environ 1,7 trillion d'années. En comparaison, l'univers entier est âgé de seulement 14 milliards d'années. Nous voyageons donc tout simplement trop lentement. Mais même à la vitesse de la lumière, il te faudrait encore 4,2 années pour voyager jusqu'à l'étoile la plus proche. Et il te faudrait 2,5 millions d'années pour atteindre la galaxie d'Andromède, pourtant voisine de la nôtre. Mais on ne peut pas accélérer ainsi si facilement, car les lois de la physique stipulent qu'un objet doté d'une masse ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Un photon de lumière a un poids infiniment petit, mais si tu veux accélérer ne serait-ce qu'un minuscule grain de sable à cette vitesse, tu auras besoin d'une infinie quantité d'énergie. Peut-être même plus que ce que possède l'univers entier. Toutefois, les scientifiques pourraient avoir trouvé un moyen de contourner les lois de la physique. Pour créer une forte poussée, il faut donc pousser sur quelque chose. Les bateaux ont besoin d'eau, les avions poussent sur l'air, les fusées utilisent le carburant qu'elles brûlent. Mais cette chose, le M-Drive, fonctionne de façon différente. Un puissant magnétron, comme celui de ton micro-ondes, envoie des ondes dans un cône qui agit comme un résonateur. Il fait en sorte que les ondes à l'intérieur rebondissent sur l'une des parois et frappent les autres. Par conséquent, nous avons une force faible à l'extrémité étroite du cône et une force puissante à l'extrémité large. Et si nous analysons cette force puissante, nous verrons qu'elle est dirigée vers l'extrémité large du cône. La poussée sera donc dans la direction opposée. Maintenant, rendons ce modèle beaucoup plus grand et mettons le M-Drive sur un vaisseau spatial. L'extrémité étroite du cône est tournée vers le haut, l'extrémité large est tournée vers le bas. Le magnétron commence à fonctionner. Le résonateur crée une poussée et la fusée décolle. Elle ne fait aucun bruit et n'émet aucun gaz nocif. Ce mécanisme peut accélérer la fusée bien plus vite que nous le faisons avec des tonnes de carburant. En théorie, nous pourrions même atteindre la vitesse de la lumière. Ce serait génial, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Bien que l'inventeur de cet appareil ait essayé de prouver que le M-Drive fonctionne, aucune expérience indépendante dans le monde n'a montré de résultats positifs. La NASA a parrainé la construction d'une telle machine dans un laboratoire, mais elle n'a pas réussi à créer de poussée pendant les recherches. Une autre option, qui nous permettrait de voyager beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, est la bulle d'Alcubierre. Un scientifique mexicain a trouvé un moyen d'utiliser la théorie générale de la relativité sans enfreindre les lois de la physique. Imaginons que nous ayons un vaisseau spatial sur une couverture spatio-temporelle et qu'il doit faire un voyage à l'autre extrémité de la couverture. Au lieu de se déplacer simplement d'un point A à un point B situé à des centaines ou des milliers d'années-lumière, le vaisseau commence à tirer la couverture vers lui. Au fur et à mesure que le vaisseau plie cette couverture, le point B se rapproche de lui. Désormais, le vaisseau doit parcourir une distance beaucoup plus courte jusqu'au point B. Il fait un voyage rapide et étend ensuite la couverture spatio-temporelle pour qu'elle redevienne normale. Et voilà. Un tel vaisseau n'a donc pas besoin de moteurs puissants qui brûleront des tonnes de carburant et d'oxygène. Il se déplacerait dans une sorte de bulle. Mais le plus difficile est de créer une telle bulle. Pour y parvenir, nous aurions besoin d'une quantité d'énergie à peu près égale à la masse énergie de tout Jupiter. C'est plus que ce que nous pouvons produire sur Terre. Et pourtant, les scientifiques prévoient de tester cette technologie sur une petite sonde spatiale de la taille de Voyager. Mais cette expérience pourrait durer des décennies, voire des siècles. Aujourd'hui, les scientifiques essaient d'atteindre au moins 20% de la vitesse de la lumière à l'aide d'un laser. Et ils prévoient de se rendre vers Proxima Centauri dans environ 30 ans. Cela devrait se passer comme ceci. Un vaisseau mère sera lancé depuis la Terre. Il embarquera des milliers de sondes spatiales de la taille d'un ongle. Après avoir atteint son orbite, le vaisseau mère lancera les sondes dans l'espace. Chaque sonde déploiera ensuite une voile, un morceau de matériau fin et réfléchissant de la taille d'un parking. Ensuite, les scientifiques concentreront un puissant faisceau laser depuis la Terre directement sur les voiles des sondes. Cela leur donnera une accélération 1000 fois plus forte que l'accélération de la chute libre sur Terre. Une par une, les sondes vont être propulsées et se diriger vers leur destination.
Nous n'aurons même pas besoin de maintenir ce rayon laser en permanence. Si tu éteins les moteurs d'un navire ordinaire sur l'eau, il commencera à perdre de la vitesse à cause de la friction avec l'eau. Mais l'espace est un vide presque parfait. Il n'y a littéralement rien là-bas, donc aucune friction. Tout ce que nous aurons à faire, c'est d'accélérer les sondes jusqu'à la vitesse nécessaire. À 20% de la vitesse de la lumière, ces sondes pourraient atteindre le Soleil en seulement 40 minutes. Mais au lieu de cela, elles vont se diriger vers l'étoile Proxima Centauri. Après environ 30 ans de voyage, 4 autres années s'écouleront avant que nous recevions un signal des sondes. Il y a plusieurs exoplanètes dans ce système stellaire et certains scientifiques espèrent y trouver au moins des traces de vie. Cette technologie de voile peut d'ailleurs être utilisée dans l'espace, même sans un puissant laser. Nous pouvons utiliser le Soleil. Si nous créons une voile de la taille d'un terrain de football et que nous la déployons dans l'espace, elle commencera à capter les rayons du Soleil. Et comme la surface de la voile est réfléchissante, les rayons rebondiront sur la voile. Cela créera une poussée et propulsera le vaisseau spatial. L'un des inconvénients de cette technologie est que nous ne pouvons l'utiliser qu'à l'intérieur du système solaire. Dans l'espace interstellaire froid, la voile ne pourra pas capter les rayons du Soleil ou le vent solaire. Un autre candidat intéressant pour voyager plus vite que la lumière est le propulseur ionique. Comme une fusée classique, un vaisseau spatial équipé de propulseurs ioniques sera projeté par du gaz éjecté vers l'extérieur. Seulement dans ce cas, le gaz serait éjecté non pas par combustion du carburant, mais à l'aide d'un champ magnétique. Il faudrait créer un puissant champ électrique à l'intérieur du moteur. Les particules de gaz passant à travers ce champ électrique seraient accélérées et repoussées vers l'extérieur. Cela créerait une poussée, et même si l'accélération dans un tel moteur serait beaucoup plus faible que dans une fusée classique, le moteur ionique serait capable d'atteindre des vitesses plus élevées. La NASA prévoyait de construire un vaisseau spatial à moteur ionique pour voler vers Jupiter. Les moteurs ioniques consomment beaucoup d'énergie. Le vaisseau devrait donc être équipé d'un réacteur nucléaire et de nombreux panneaux solaires. 8 gros moteurs étaient censés accélérer le vaisseau spatial jusqu'à une vitesse d'environ 90 km par seconde. À cette vitesse, le voyage de New York à Londres prendrait 1 minute. Jusqu'à présent, cette technologie a été activement testée sur différentes sondes spatiales, mais elle n'a pas encore de solution pour savoir comment voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Toutefois, nous pourrons peut-être voyager entre les galaxies avec des fusées conventionnelles, mais il faudra utiliser des sortes de raccourcis appelés trous de verre. Revenons à notre couverture spatio-temporelle. Le point A se trouve à une extrémité et le point B à l'autre. Au lieu de voyager à travers toute la couverture pendant des millions d'années, il suffit de la plier. Le point B sera alors juste au-dessus du point A et l'on pourra s'y rendre rapidement grâce à un court tunnel qui les sépare. De tels tunnels s'appellent des trous de verre. Certains scientifiques pensent que les trous de verre peuvent se trouver à l'intérieur des trous noirs. Mais il y a 2 problèmes ici. Le trou noir le plus proche de nous se trouve à 1500 années-lumière, donc un voyage là-bas prendrait des lustres. Le deuxième problème est la gravité du trou. Les trous noirs ont la plus forte attraction gravitationnelle de tous les objets de l'univers. Leur gravité peut écraser n'importe quel vaisseau spatial. C'est parce que la force gravitationnelle augmente à chaque centimètre que tu te rapproches du centre du trou noir. Et la force qui affecte le nez du vaisseau spatial sera beaucoup plus forte que celle qui affecte la queue. Le vaisseau spatial va s'étirer comme un spaghetti et se déchirer. Mais il existe une théorie affirmant qu'un vaisseau spatial ou même une personne peut survivre à sa chute dans un trou noir. Mais seulement si le trou noir est supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. Mais même s'ils sont plus lourds, ils sont aussi plus grands en taille. Cela signifie que la gravité n'augmente probablement pas aussi vite là-bas. Il se peut que toi ou ton vaisseau spatial ne se transforme pas en spaghetti et que tu puisses même voir ce qu'il y a au cœur du trou noir. On tente ?